Bonjour. Alors, avant d'entamer la série 4, on va voir ensemble un rappel sur le mécanisme qu'on va étudier dans cette série, à savoir les mécanismes de substitution nucléophile SN1, SN2 et élimination E1 et E2. Alors, les halogénures d'alkyle. Les halogénures d'alkyle ont pour structure donc Rx. Alors, la réactivité de ces halogénures d'alkyle est due à la très grande polarisation de la liaison CX. Comme vous le savez, donc vous avez donc l'halogène X, qui peut être soit fluor, chlore, brome ou bien iode, il est plus électronégatif que le carbone. Donc cette liaison-là, elle est très polarisée, donc avec une charge partielle delta plus là et delta moins ici sur l'halogène. Alors on peut avoir trois types de réactivité avec les halogénures d'alkyle Rx. Alors le premier type, ce sont les réactions de substitution nucléophile SN1 et SN2. Deuxième type, ce sont les réactions d'élimination E1 et E2, c'est ce qu'on va voir dans cette série, donc SN1, SN2, E1 et E2. Et troisième type de réactivité, c'est la préparation d'organomagnésiens qu'on verra dans la série prochaine, donc série 5. Très bien. Alors maintenant, on va voir donc le rappel sur ces deux mécanismes. On va commencer par le mécanisme de réaction de substitution nucléophile SN. Substitution nucléophile SN. Alors, il s'agit donc d'un remplacement de l'halogène par un nucléophile. Donc, on remplace un nucléophile par un autre nucléophile. Donc, le schéma général, donc on part de notre substrat. Donc, le substrat, ça veut dire quoi, substrat? Eh bien, ça veut dire c'est la molécule qui va être donc le siège de l'attaque, donc qui va subir donc la transformation. Donc, le nucléophile va attaquer cette molécule, donc le substrat, donc il va remplacer X-. Voilà. Et départ de X-. Donc là, on a remplacé dans le substrat X- par Nu-. Donc on dit qu'on a fait une réaction de substitution nucléophile. Alors on va étudier deux types de mécanismes de substitution nucléophile. Le premier c'est SN1 et le deuxième c'est SN2. Alors, quelle est la différence donc entre SN1 et SN2? Comment on peut savoir si on a un mécanisme SN1 ou bien SN2? Quelles sont les caractéristiques de SN1, SN2 et ainsi de suite? Alors, on va commencer par le premier mécanisme, donc le mécanisme de réaction de substitution nucléophile SN1. Alors, c'est une réaction qui s'effectue en deux étapes. Donc, cette réaction de substitution nucléophile SN1, donc elle s'effectue en deux étapes. La première étape, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la première étape, c'est une étape qui est lente et déterminante. Alors, ça veut dire quoi, lente? Eh bien, ça veut dire que c'est une réaction qui est équilibrée, qui est limitée, qui va dans les deux sens. Déterminante veut dire que la vitesse de la réaction dépend de cette première étape. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette première étape? Eh bien, on a départ de X- et formation d'un carbocation. Donc, voilà votre substrat de départ, tout seul, dans la première étape. Donc on a départ de X-. Donc on a une réaction qui est équilibrée. Donc c'est une réaction qui est lente. On a formation d'un carbocation qui est plan, plus X-. Donc ça c'est la première étape. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le X-, donc il peut attaquer de nouveau donc le carbocation pour redonner donc le substrat. Donc c'est une réaction qui va dans les deux sens. Très bien. Alors la deuxième étape, eh bien, cette deuxième étape, elle est rapide. Le nucléophile Nu- va intervenir maintenant pour attaquer les deux côtés du plan du carbocation. Donc vous avez votre carbocation formé dans la première étape, qui est une structure plane. Donc le nucléophile, donc, il peut attaquer le carbocation soit de ce côté-là, en forme ce produit, ou bien il peut attaquer de l'autre côté, voilà, et on obtient ce produit. Donc on a donc 50%, donc une attaque qui est donc équivalente sur les deux côtés. Très bien. Alors la vitesse de la réaction dépend de la première étape, puisque la première étape elle est déterminante. Donc on peut l'écrire V égale à K substrat. Donc l'expression de la vitesse égale
K, concentration uniquement du substrat. On dit que la réaction possède un ordre 1. Donc l'ordre de la réaction c'est 1. Et on dit aussi que la réaction elle est monomoléculaire. Donc elle dépend que de la concentration de substrat. Donc on l'appelle donc une réaction de substitution nucléophile d'ordre 1 qu'on symbolise par SN1. Alors si l'halogénure de départ possède des subtions différents, le passage par un carbocation conduisant à la formation d'un mélange racimique, 50% de R, 50% de S. Dans ce cas, on dit que la réaction, donc SN1, n'est pas stéréospécifique. Alors maintenant, on va voir donc une animation. Alors on va choisir donc le mécanisme SN1. Alors, on va prendre un exemple. Par exemple, on a ce substrat-là. Donc on a Br qui va réagir avec OH-. Donc la première étape, uniquement le substrat. Donc le Br qui quitte la molécule. Formation d'un carbocation que vous voyez ici, plan. Et OH- qui va attaquer les deux faces. D'accord? Donc je peux reprendre donc, le mécanisme. Donc voilà. Donc au départ, on a donc uniquement le substrat tout seul. Départ de Br-. Voilà, le Br qui va s'éloigner, donc il va quitter la molécule, se forme de Br-. Formation de votre carbocation qui est plan. Voilà, votre carbocation qui a une structure qui est plane. Et maintenant, dans la deuxième étape, le OH- qui va attaquer les deux faces donc, du carbocation. Voilà. Très bien. Alors, maintenant on va voir quels sont les facteurs qui favorisent un mécanisme SN1. Alors pour avoir un mécanisme SN1, donc ils sont les facteurs qu'on doit avoir pour le favoriser. Alors ce sont les facteurs qui favorisent la première étape. Alors qu'est-ce qu'on a dans la première étape? Dans la première étape, on a la formation d'un carbocation. Alors plus le carbocation est stable, plus le mécanisme SN1 est favorisé. Donc on a intérêt donc, à avoir un substrat, donc un halogénure qui est tertiaire. Comme ça, lorsque le X qui va partir, donc on va former un halogénure, donc un carbocation donc qui est tertiaire, qui est plus stable qu'un carbocation secondaire, qui est plus stable qu'un carbocation primaire, qui est lui aussi plus stable qu'un carbocation nullaire. La nature du groupe partant. Donc le groupe partant, plus on a un bon groupement partant, plus le mécanisme SN1 est favorisé. Alors le classement, l'iode, il est plus partant que le brome, que le chlore, que le fluor. Donc l'iode, il peut partir facilement sous forme de I-, plus que le brome, plus que le chlore, plus que le fluor. Nature du solvant. Un solvant polaire et protique permet de favoriser la rupture de la liaison CX et de stabiliser le carbocation formé. Alors maintenant, on passe au mécanisme SN2. Alors, c'est une réaction qui se passe donc en une seule étape. Contrairement au mécanisme SN1, cette réaction SN2 s'effectue en une seule étape. On a attaque du nucléophile et départ du X- en même temps, synchronisé. Le nucléophile attaque du côté opposé du départ du X-. Alors, on va voir ici donc, le mécanisme. Donc, vous avez ici votre substrat. Le nucléophile donc, il va attaquer de l'autre côté opposé, donc du départ de X-. Donc, on passe par un état de transition dans laquelle le X- donc, qui quitte. Voilà. Le X- qui va quitter, alors que le nucléophile, là, il s'approche. Très bien. Donc là, on forme donc, notre produit. Donc vous voyez que ces trois liaisons-là ont été renversées donc, vers l'arrière. Plus le X- qui a quitté la molécule. Donc la vitesse de la réaction dépend à la fois de la concentration du substrat
et du nucléophile. Voilà. Donc V égale à K substrat nucléophile. Donc on trouve dans l'expression de la vitesse la concentration du substrat et du nucléophile. L'ordre global de la réaction, c'est 2. Donc là, on a 1. Ici, on a 1. L'exposant 1 plus 1 égale à 2. On dit que le mécanisme est bimoléculaire. Il dépend à la fois du substrat et du nucléophile. Donc, c'est une réaction substitution nucléophile d'ordre 2 ou SN2. Donc là, il manque un 2. Très bien. On va voir maintenant une animation. On va prendre le mécanisme SN2. On va prendre un mécanisme général. Hein. Voilà, donc on a ici notre substrat. Donc voilà l'halogène. Maintenant le nucléophile qui va attaquer donc du côté opposé du départ. Donc il y a cela. Donc voilà maintenant l'halogène qui quitte. Donc je reviens ici. Donc je vais arrêter le... Voilà. Donc vous voyez, donc on passe par un état de transition dans lequel ici l'halogène il s'éloigne alors que le nucléophile s'approche de ce côté-là. Donc on assiste ici à une inversion, si vous voulez, de Walden qu'on verra par la suite. On va voir un autre exemple. Là, on a le OH- qui attaque du côté opposé du Br. Donc voilà le OH qui va se fixer de ce côté-là, alors que le brome qui quitte la molécule. Très bien. Alors, lorsque le carbone siège de la réaction de substitution est asymétrique, alors là, on a une inversion de configuration. Donc, la réaction SN2 s'accompagne d'une inversion de configuration. Donc, c'est très important de souligner ce passage. Très bien. Donc, cette inversion est appelée inversion de Walden. Donc, voilà donc votre réaction. Donc, là, on a un nucléophile. Donc, là, le substrat de départ. Donc, là, on a un carbocation. La configuration du carbocation, c'est R. Le OH- qui va attaquer du côté opposé de départ de Br. On passe par un état de transition. Donc, on passe par un état de transition. Alors là, on forme notre produit là. Donc, le OH qui se met de ce côté-là. Et les trois liaisons H, CH3 et éthyle sont reversées vers l'autre côté. Et on obtient un composé de configuration S. Donc, on est parti de R. On a obtenu S. Donc, on a une inversion de configuration. Donc là, c'est ce qu'on appelle une inversion de Walden. Très bien. Donc la réaction SN2 est une réaction stéréospécifique. C'est-à-dire qu'elle conduit à un seul stéréoisomère. Alors maintenant, quels sont les facteurs qui favorisent le mécanisme SN2? Alors on a vu dans le mécanisme que le nucléophile attaque du côté opposé du départ de l'halogène. Alors il ne faut pas que l'approche du nucléophile soit gênée. Donc pour cela, l'halogénure doit être le moins encombrée. Donc le nucléophile attaque du côté opposé du départ du nucléophile. Donc plus le carbone qui porte le nucléophile est encombré, plus la réaction SN2 est défavorisée. Donc contrairement à SN1, donc la réaction SN2 est favorisée par un halogénure nullaire, ou bien voire primaire, alors que là, elle est défavorisée, tertiaire. Nature du nucléophile. Alors plus le nucléophile est fort, plus la réaction SN2 est favorisée. Donc là, vous avez des anions, donc OH-, RO-, CN-, RS-, donc ce sont des anions qui sont forts. Ce sont des nucléophiles qui sont forts. Leur molécule neutre, par exemple OH-, la molécule correspondant neutre, c'est H2O. RO-, c'est ROH. RS-, c'est RSH. Donc les anions sont plus nucléophiles que les molécules neutres.
Donc là, OH- c'est plus nucléophile que H2O, RO- plus nucléophile que ROH, RS- plus nucléophile que RSH. Donc la nucléophilie augmente avec la charge. Nature du nucléophile. Alors là, on retrouve le même classement que dans SN1. Le I-, donc l'iode, il quitte facilement la molécule, donc il est plus partant, donc plus nucléophile que Br, que chlore, que fluor. Nature de solvant, eh bien solvant polaire et aprotique, non protique. Alors, tableau récapitulatif. Donc, on va faire un résumé sur ce qu'on vient de voir concernant ces réactions de substitution nucléophile. Très bien. Alors, on a Rx plus nucléophile qui donne RNU plus X-. Donc, c'est une réaction de substitution nucléophile. Là, on a un mécanisme SN1 et là, mécanisme SN2. Alors, vitesse de la réaction. Dans le cas de SN1, V égale à K substrat. Dans le cas de SN2, V égale à K substrat, concentration nucléophile. Ordre de la réaction. Là, on a ordre 1 et là, on a ordre 2. Nombre d'étapes. Alors là, il faut faire attention. Donc, nombre d'étapes, c'est la plupart des étudiants donc, se trompent. Lorsqu'on a une réaction d'ordre 1, on a 2 étapes. Lorsqu'on a une réaction d'ordre 2, on a une seule étape. Nature de Rx, donc là, SN1 tertiaire, pour stabiliser le carbocation. Là, primaire, pour faciliter l'attaque du nucléophile, qui va attaquer du côté opposé de départ de X. Nature du nucléophile, alors SN1 faible, alors que SN2, on doit avoir un nucléophile fort. Nature de X, alors là, le classement, pareil pour SN1, pour SN2. L'iode, c'est un groupement partant, hein, il part facilement plus que le brome, que chlore, que fluor. Nature de solvant, les deux mécanismes, on a besoin d'un solvant polaire, mais SN1, un solvant polaire protique, alors que SN2, un solvant polaire aprotique. Et on arrive à ce qui est plus intéressant, la stéréochimie. SN1, c'est un mécanisme donc, qui n'est pas stéréospécifique, donc il conduit à un mélange, donc généralement à un mélange racémique, alors que le mécanisme SN2, c'est un mécanisme stéréospécifique, donc il conduit à un seul stéréosomère. Et on a inversion de configuration. Avec ça, donc, on termine donc, le rappel sur les réactions de substitution nucléophile. Maintenant, on va passer aux réactions d'élimination. Les réactions d'élimination, donc, il y en a deux types, dans ce qu'on va voir. Donc, il s'agit des réactions de bêta-élimination. Alors, pourquoi on l'appelait bêta-élimination? Parce que les deux éléments à éliminer, H et X, doivent être portés par deux carbones adjacents, ça veut dire voisins. Schéma général, voilà. X et H doivent être sur deux carbones voisins. Donc on a besoin d'une base, bien sûr, pour arracher le proton, et X qui quitte la molécule tout seul. Donc ce type de réaction ne peut être effectué qu'avec l'aide d'une base pour donner lieu à la formation d'un alcène. Et elle a oublié la règle de Zaïtsev, donc cette règle-là, vous la connaissez. Donc, lors d'une réaction d'élimination, c'est l'alcène le plus substitué qui est formé majoritairement. Alors, le plus substitué, ça veut dire qu'il y a moins d'hydrogène sur l'alcène. Donc, on a ici R, 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 et là, R. Voilà. Donc, plus l'alcène est substitué, plus il est stable. Alors, le schéma général... Donc vous avez la base, donc qui va arracher le proton, et X qui va quitter donc la molécule, et ce doublet-là va venir entre ces deux carbones. On obtient donc notre alcène, plus HB, plus X-. Alors les bases les plus utilisées, ce sont les alcoolates, RO-. Alors comment on forme les RO-? Eh bien, on prend un alcool, on le fait réagir avec le sodium, donc on obtient RO- Na+. C'est ce qu'on appelle alcoolate.
On distingue deux types de réactions d'élimination, réaction E1 et réaction E2. Donc il y a deux mécanismes d'élimination, E1 et E2, comme on a vu pour les réactions de substitution nucléophile SN1 et SN2. Alors on va voir par la suite, lorsqu'on a SN1, on peut avoir en même temps E1. Lorsqu'on a SN2, on peut avoir E2. Donc SN1 et E1 peuvent être donc des réactions en parallèle. Alors l'élimination E1, donc pareil comme on l'a vu dans le premier cas, donc c'est une réaction qui s'effectue en deux étapes. Donc la première étape, formation d'un carbocation, 1. La vitesse de la réaction dépend uniquement de la concentration en substrat. C'est une réaction d'élimination d'ordre 1 ou bien E1. Alors, le mécanisme, donc là on a une réaction, donc on part de ce composé là, plus OH- qui donne un alcène, plus H2O plus Br-. Alors la première étape, c'est le départ de Br- et formation d'un carbocation plan. Donc on a une réaction qui est lente. Ça veut dire quoi? Lente. Et bien lente, ça veut dire qu'elle est équilibrée. Déterminante, ça veut dire que la vitesse de la réaction dépend de cette première étape. Deuxième étape, départ de H+, arraché par la base. Donc là, la base va intervenir pour arracher un hydrogène sur un carbone adjacent à ce carbone. Et puisque là, on a les trois méthyls sont identiques, donc on va arracher H ici. Voilà. Et ce doublé va venir là, avec formation d'une double liaison. Maintenant, l'élimination E2. Alors, elle s'effectue en une seule étape. La vitesse de la réaction dépend à la fois de la concentration de substrat et de la base. On dit que la réaction est d'ordre 2. Donc c'est une réaction qui s'effectue en une seule étape, comme SN2. Donc on dit que la réaction d'élimination est d'ordre 2. Alors le schéma général, et là c'est très important, dans la réaction E2, lorsqu'on veut faire une élimination E2, il faut que les deux éléments à éliminer, H et X, dès le départ, on doit les placer en position anticoplanaire, antiparallèle. Donc l'hydrogène et l'halogène doivent être en position antiparallèle, anticoplanaire. Donc c'est une trans-élimination. Donc la base qui va arracher le proton, donc ce doublé va venir entre les deux carbones, et X qui va partir. Donc on passe par un état de transition dans lequel l'halogène qui s'éloigne, la base qui arrache le proton et ce doublé là qui va venir ici. Voilà, donc on obtient notre alcène plus BH plus X-. Très bien. Donc elle conduit à un seul stéréoisomère, soit Z ou bien E. Donc Z ou bien E. Donc c'est une réaction qui est stéréospécifique. Très bien. Alors on va voir maintenant un tableau récapitulatif qui va résumer les deux éliminations E1 et E2 comme on a vu pour les réactions SN1 et SN2. Donc voilà une réaction d'élimination. Voilà, on a deux types de mécanismes d'élimination, soit E1, soit E2. Alors pour la vitesse, dans le cas de réaction E1, on a V égale à K Rx, concentration de substrat. Dans le cas de mécanisme E2, donc on a V égale à K substrat base. Donc concentration de la base là. Voilà. L'ordre de la réaction. E1, ordre 1. E2, ordre 2. Nombre d'étapes. Alors là, il faut faire attention. Hein. Lorsqu'on a l'ordre 1, on a deux étapes. Voilà. Lorsqu'on a l'ordre 1, on a deux étapes. Lorsqu'on a l'ordre 2, on a une seule étape. Nature de Rx. Dans le cas de mécanisme E1, c'est tertiaire. Et dans le cas du mécanisme E2, c'est primaire. Nature de la base. Alors là, dans le cas de mécanisme E1, la base doit avoir une base qui est faible. Pour le mécanisme E2, une base forte. Nature de X.
Alors c'est le même ordre. Iode, c'est plus partant que brome, que chlore, que fluor. Pareil pour le mécanisme E2. Nature de solvant. Solvant polaire protique pour E1 et solvant polaire non protique pour E2. Stéréochimie. Réaction non stéréospécifique. Obtention d'un mélange Z et E. Donc on obtient des alcènes avec donc, des configurations Z et E. Alors que dans la réaction E2, on obtient donc réaction stéréospécifique, donc soit Z, soit E. Donc avec ça, donc, on termine le rappel sur les mécanismes SN1, SN2 et E1, E2. Donc on peut maintenant donc entamer donc notre série 4 par le premier exercice. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Merci.